Na, unterfordert? Wissbegierig? Nein. Doch. Oder findet der Chef, es wäre höchste Zeit? Dann versuch's mal damit. Weiterbildung an der ZHAW Life Sciences und Facility Management. Ja, und wo ist das? Hier, hier, hier und hier. Heitere Fahne. Ja, aber gibt's da auch etwas voraus? Und was bietet ihr konkret? Über 120 Weiterbildungsangebote zu Natur und Umwelt, Chemie und Biotechnologie, Immobilien und Facility Management, Digitalisierung und Data Science. Damit aus euren Daten mehr wird als eine lausige Excel-Tabelle. Lebensmittel und Getränke, Bildung und Kommunikation, Mikrobiologie und Labormanagement, Gesundheit und Gesellschaft. Ja, sehr breites Angebot. Aber ist es auch fundiert? MAS, DAS, CAS. Dann geht's aber steil rauf. Ja, Hast du gehört, Gertrud? Ab mit dir auf Wedi. Kann man sich auch umschulen? wie wär's mit Makrozoobentos? Was? Kommt nicht in Frage. Gespucht. Und die Referenten? Über 150 Top-Professorinnen und Professoren sowie Dozierende aus Forschung und Wirtschaft. Damit die Arbeit wieder Spaß macht. Damit du den Anschluss nicht verpasst. Und ganz nebenbei eine vielversprechende Netzwerkschmiede. Denn Weiterbildung lohnt sich. Oha, beeindruckend, Gertrud. Aber was ist denn Halt das? nicht anlängen, das ist ein Karnivor. Kann ich was? Eben. Weiterbilden. So, jetzt hat's geklappt. Herzlich willkommen zum VSA-Webinar im September zu den Gebäudebegrünungen. Ihr seht, heute sieht es etwas anders aus als sonst. Wir sind nicht irgendwo im schönen Grün. Wir haben derzeit Bauarbeiten. Deshalb haben wir auch keinen Grünraum wirklich zur Verfügung. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich bin Stefan Stevanovic. Ich bin von der Forschungsgruppe Pflanzenverwendung. Wir beschäftigen uns vor allem mit Stadtbäumen, Staudenmischungen, aber auch Vertikalbegrünung. Und dazu werdet ihr heute noch einiges mehr hören. Für die Einleitung vom ersten Input gebe ich gerne an Silvia weiter. Sie wird euch die erste Person vorstellen und euch weiter einführen. Ensuite, elle va vous expliquer aussi le déroulement de ce webinaire. Merci Stéphane pour cette introduction. Je vais partager mon écran.
Est-ce que vous le voyez? Je crois que oui. Ben, bonjour tout le monde aussi de ma part et bienvenue à ce 7e webinaire pour cette année sur la vie d'éponge. On va se concentrer aujourd'hui sur la végétalisation des bâtiments. On va découvrir différentes typologies et ses bénéfices pour la vie d'éponge avec l'idée qu'on fasse l'année prochaine 2 autres webinaires qui vont aller un peu plus dans les détails. Comme petit rappel, pour ceux qui n'ont pas encore trouvé la bonne langue, ça fonctionne de nouveau avec une traduction simultanée. Vous pouvez choisir la langue sous l'icône Interprétation, auch auf Deutsch. Für die Übersetzung könnt ihr mit der Weltkugel Dolmetschen den entsprechenden Et là, encore Sprachkanal une fois, pour le auswählen. français, vous allez pouvoir passer grâce au globe, petit icône du globe. Pour Vous pouvez poser des choisir questions, votre... je vous prie d'utiliser la fonction des foires et de la foire aux questions. C'est celle avec les 2 bulles parlantes que vous trouvez en bas. Vous avez là-dedans aussi la possibilité de donner des réponses vous-même, respectivement, d'aimer avec un like, thumbs up, des questions qui sont posées par d'autres participants. Je vais éventuellement, selon le nombre de participants, faire encore un petit sondage à la fin. Dans ce cas-là, vous allez le trouver sous l'icône sondage. Tous ces webinaires sont enregistrés et on vous les met à disposition quelques semaines après le webinaire sur notre site. Vous les trouvez en allant sur villeponge.info. Sous les événements, vous avez un sous-menu webinaire publié. Et là, vous trouvez aussi tous les 6 webinaires qu'on a fait de janvier à juin de cette année. Je ne vais pas introduire le projet Ville Éponge dès le début. On a fait ça dans le cadre du premier webinaire. Pour ceux qui ont raté ça, vous pouvez le revoir, comme dit tout à l'heure, sur notre plateforme Internet. Voici le lien. Pour aujourd'hui, on va se concentrer, on va dire, sur un élément plutôt vert de la Ville Éponge, mais qui a logiquement un lien assez fort, surtout avec l'élément bleu, l'eau, si on parle de rétention et gestion des eaux. On aura un premier, monsieur Michael Hiltbrunner de l'entreprise Zinco et aussi membre de la Société suisse pour la végétalisation des bâtiments, qui va nous faire une introduction dans la végétalisation des bâtiments et notamment les toitures vertes. Suivi par Evelyn Trachsel de l'Haute École à Wädenswil qui va nous montrer un petit peu le rôle de ces végétalisations des bâtiments pour la ville éponge et surtout un projet de recherche intitulé Green Wall. Et en dernier, on aura Helena Hober, une étudiante aussi de l'Haute École qui va nous parler de 2 projets, notamment à Winterthur qu'elle est en train d'accompagner. Et avec ceci, j'aimerais juste encore vous montrer une page avec quelques liens que j'ai mis ensemble. Vous trouvez en bleu toujours les liens vers les documents français et en noir les liens vers les documents en anglais. Des documents très généraux. Un qui est très important et qui vient de sortir au début de cette année, c'est le guide de protection incendie dans la végétalisation des bâtiments. C'est un guide qui a été fait par les établissements cantonaux d'assurance et que je vous conseille vivement. Il est gratuit et vous le trouvez notamment aussi sur notre site. Et les autres, c'est pour ceux qui aimeraient aller plus en détail. Mais avec ceci, j'aimerais terminer mon introduction. Je prie monsieur Hiltbrunner de partager son écran. Moi, je vais enlever le mien. Michael, il est architecte paysagiste. Non, pas architecte, pardon, jardinier paysagiste. Je me suis trompée, désolée. Comme formation à la base, mais ça fait plus que 20 ans maintenant qu'il travaille dans les toitures végétalisées. Donc, je dirais, c'est vraiment un des experts ici en Suisse sur ce domaine. Il a collaboré aussi sur différents événements que la Société suisse pour la végétalisation des bâtiments a fait. Et donc, je me réjouis de voir votre présentation sur l'utilité de la végétalisation des bâtiments dans la gestion des eaux pluviales. Merci beaucoup. Merci bien, Sylvia. Alors, je vais vous partager ma petite présentation. Alors, par rapport de moi, tu as presque tout dit.
comme Sylvia a dit, j'ai fait de l'apprentissage comme jardinier paysagiste, mais depuis maintenant 25 ans, je suis dans le domaine des toits végétalisés. J'ai travaillé chez des entreprises où on a fait des étanchéités. J'ai travaillé chez des entreprises où on a végétalisé les bâtiments. Et comme ça, j'ai rassemblé un petit peu d'expérience. Je suis heureux vous, de pouvoir vous présenter aujourd'hui un petit peu les possibilités qui nous offrent la végétalisation des enveloppes du bâtiment, mais je vais me concentrer au toit plat. Pas longtemps, nous avons créé l'expression toit vert 5,0. Que voulons-nous dire par là? Les exigences envers les toits plats sont de plus en plus grandes. Autrefois, les toits étaient principalement étanches, c'était suffisant. Plus tard, on a commencé à végétaliser. La production d'énergie est venue s'y ajouter. Ça veut dire on a créé les toits énergie verte ou biosolaire. La verdure ne suffit plus car la biodiversité est également possible. Et bien sûr, les espaces verts des bâtiments influencent aussi la question des eaux. Ça veut dire aujourd'hui, on a la toiture énergie verte, biodiversité, gestion des eaux. Pour rendre le tout un petit peu plus explicatif, voici quelques détails. Nous avons un toit. Nous pouvons presque tout végétaliser. Nous pouvons utiliser toute la surface pour produire l'énergie. Le même toit peut servir une surface de rétention. Et en plus, avec quelques mesures techniques, la surface du toit peut être utilisée pour l'évapotranspiration. Évapotranspiration, la vaporation du substrat et transpiration des plantes. Et pourquoi cette utilisation combinée est-elle importante pour nous, les végétaliseurs des toitures? Eh bien, parce que nous savons tous que le climat est en train de changer et que nous devrions chercher ensemble le potentiel pour ralentir ce processus. Comme nous avons déjà dit, le toit vert peut apporter sa contribution de la gestion des eaux. Et c'est cela qu'il s'agit aujourd'hui. J'espère ne pas trop anticiper sur Elena Horber, qui nous entendront ensuite. Dans ce contexte, nous parlons aujourd'hui généralement de toit vert de rétention. J'ai trouvé une définition intéressante à ce sujet que je vous laisse lire vous-même. Alors, en théorie, c'est tout clair. Il faut faire un petit peu de la rétention. Mais comment on peut le faire? La rétention dans le système de végétalisation se base sur deux facteurs. Le volume de rétention, c'est-à-dire la quantité d'eau à stocker, et le débit de l'eau régulé. Pourquoi seulement ces deux facteurs? Je pense qu'il faut que je développe un petit peu. Sur le toit, il existe deux types de rétention. La rétention naturelle, ça veut dire l'écologie, et la rétention mécanique, l'économie. Que signifie la rétention naturelle? La plupart d'entre vous connaissez probablement le coefficient de ruissellement. La SIA 312 décrit le coefficient de ruissellement pour des épaisseurs de substrat correspondantes. Mais que nous dit exactement ce chiffre?
Ce chiffre décrit le pourcentage d'écoulement de l'eau à un moment défini. Ça veut dire n'importe quand, il se passe n'importe quoi. Pour moi, personnellement, et pour quelques autres, ce coefficient de ruissellement n'est pas le bon moyen à délester les canalisations urbaines. En effet, cette valeur ne permet pas de régler le débit en litres par seconde. Et je pense que c'est là l'essentiel. Vous pouvez vous imaginer un toit végétalisé en été, 30 degrés, pas de pluie depuis 14 jours. S'il y a un orage, il se peut très bien que l'eau ne s'écoule pas, ou presque pas, car tout est stocké dans le substrat. En automne, par contre, si le substrat est déjà saturé, peu après un jour de pluie, l'eau s'écoulera probablement à 100% lors d'un orage, avec un ralentissement minime. Ça veut dire, avec ce fameux coefficient de ruissellement, on sait que pendant l'année, si on a 100% de pluie, 30, 40, 50% va s'écouler. Mais dans le cas de l'orage, je n'ai pas de garantie. Si on veut régler l'écoulement de l'eau sur toiture, il n'y a qu'une solution, une régulation du débit. Mais là, très important, une construction sans pente. Si on a de la pente, on ne peut pas stocker de l'eau parce que ça va s'écouler. Et là, c'est à savoir pour tout le monde, construire des bâtiments sans pente, c'est autorisé par la norme, même si quelqu'un prétend le contraire. Et le système de toiture, le complexe de végétalisation, ça reste idem. On a qu'un petit peu plus d'auteur, mais tout le reste, on peut le faire comme d'habitude. Aussi, les dégorgeoirs de sécurité sont nécessaires. C'est une question qu'on entend assez souvent. Je me suis permis d'adapter quelque peu le tableau des débits précédent et de le compléter avec un étranglement sur l'écoulement. Ça veut dire on a un débit qui est vraiment fixe. Tout le jour, toute l'année, on a un débit maximal. Mais que faut-il exactement pour une rétention? On fait pas grand-chose. On a un système classique. Nous créons un volume de rétention à partir du système standard parce qu'il est important que le substrat ne soit pas en contact avec l'eau stagnante. C'est-à-dire qu'on a besoin un petit peu d'espace d'air. Et pour garantir ça, il faut ajouter un élément d'espacement. Alors, pas vraiment grand-chose. Pourquoi un tel effort? Eh bien, si nous considérons qu'en Suisse, entre 3 et 5 millions de mètres carrés des toits plats sont construits ou rénovés chaque année, imaginez-vous, si nous utilisons cela de manière raisonnable, nous pourrions stocker temporairement des masses d'eau. Et c'est gratuit parce que la surface, elle est déjà existante. On n'a pas besoin de créer des bassins de rétention. On peut combiner les deux. On peut utiliser l'étang GT qui est déjà sur place. C'est là, il faut que l'utiliser. Et nous pouvons même aller plus loin. Imaginons que nous puissions garder tout l'eau météorique sur le toit et la réutiliser directement là-bas. En fait, c'est très simple. Nous transportons l'eau qui se trouve déjà vers le niveau du substrat et qui se trouve déjà là vers le niveau du substrat.
ainsi que 75% des précipitations annuelles peuvent être réutilisées directement sur le toit. Cet recyclage présente l'un ou l'autre avantage en termes de climat urbain. Et je peux vous dire, les 75%, c'est pas de la théorie. On a effectivement testé des surfaces et là, on a eu jusqu'à 80%, quelquefois encore plus, de l'eau qu'on a gardée dans la surface et réutilisée pour les plantes. La différence technique par rapport d'une rétention simple réside en fait uniquement dans la création d'une retenue permanente. C'est-à-dire, on va créer une petite surverse et c'est tout. Une réserve d'eau supplémentaire garantit que les fortes précipitations sont réduites et que le trop-plein ne se déclenche pas directement. Avec une construction comme ça, on arrive à réutiliser presque tout l'eau pluviale. Là, j'aimerais ajouter très brièvement la production d'énergie. Pour que l'évapotranspiration puisse fonctionner librement, il faut éviter d'avoir un toit sur le toit. Ça veut dire les panneaux solaires peuvent tout simple être placés verticalement, une étape logique à l'évolution. Cela présente encore deux ou trois autres avantages, mais je ne les mentionne pas pour l'instant parce qu'on ne parle pas de l'énergie solaire, on parle de les possibilités pour le stockage d'eau. En conclusion, si nous regardons à nouveau les chiffres, nous pouvons dire que la toiture verte est une bonne chose. Le toit vert peut définitivement faire plus que verdir. Et à notre avis, il faut adapter un petit peu les données des communes, les données des villes, parce qu'il faut adapter les oxygènes, il faut adapter les données et il faut s'assurer que tout le monde a bien compris qu'on peut construire des toits sans pente. Parce que là, le moment, c'est le plus grand problème que les étangeurs nous disent. Il faut toujours créer les toits plats avec la pente. Et pour nous, pour retenir l'eau, ça nous crée massivement des soucis. Alors, je m'excuse, j'étais assez trop vite, Sylvia. Aucun souci. Je pense que tout le monde est content si on fait moins long que prévu. Merci beaucoup pour cette introduction très claire. Je vais ouvrir la fenêtre pour les foires aux questions. Il y a pour les traductrices pour l'instant une seule question. Je vais la lire en français. La question, c'est la pente des toitures. Comment est-ce qu'on peut faire, surtout si on regarde les toitures existantes qui ont souvent une pente, est-ce qu'on peut convertir une toiture existante qui n'est pas une toiture végétalisée ou de rétention en une toiture végétalisée à rétention? Alors, en effet, on peut le faire. C'est que vous pouvez vous imaginer, c'est un petit peu plus compliqué parce que l'eau, ça va se rassembler en point le plus bas. C'est que je dois augmenter un petit peu l'auteur d'accumulation. Il y a des charges ponctuelles qui sont un petit peu plus grands que si on a un toit, je dis à 0 degré, mais en effet, c'est faisable. Et aussi, quels sont peut-être les aspects à contrôler du point de vue statique? C'est que si ce sont des bâtiments existants, si on fait un calcul, je dis un petit peu standard, on arrive à des hauteurs jusqu'à
16, 17 cm d'accumulation au point le plus bas. Ça veut dire j'ai 170 kilos supplémentaires par rapport à la charge. Et là, je pense qu'il faut voir avec l'ingénieur si c'est statique, si c'est but statique, si c'est faisable ou non. Merci. Donc, tu connais aussi des exemples où vous avez fait une adaptation de toiture existante. Non, en effet, on n'a que des constructions nouvelles. Nouvelle. Donc, c'est Ouais, quand même la majorité, c'est nouveau. ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui veulent poser une question? Nous ne sommes pas beaucoup, donc ouais. Là, j'en vois une deuxième de Luca Rossi. Il pose la question, il faut prévoir un cheminement pour la gestion des toitures. Quel pourcentage de la surface totale peut vraiment être végétalisé? C'est pas 100%. Il faut quand même une partie de technique. Ouais, nous aujourd'hui, on partons de la manière 80%. Ok. Mais en effet, sous tous les éléments techniques, je peux quand même faire la rétention. Oui, merci pour ceci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient encore poser une question? Sinon, moi, je trouve quand même étonnant et je remercie pour ce calcul des surfaces qu'on a à disposition en Suisse. Je trouve quand même que c'est un potentiel effectivement non négligeable, ces millions de mètres cubes ou de mètres carrés qu'on peut utiliser. Et je pense qu'effectivement, on a pas mal de potentiel encore Ouais, à c'est ça. utiliser. Mais avec ceci, je passe la parole à Stéphane pour une petite introduction de Evelyne et puis je prie Evelyne Traxel de partager son écran. Gut, wunderbar. Herzlichen Dank für den. Parfait. Un grand merci de cette première contribution. Nous continuons tout de suite. Cette fois, l'oratrice va parler allemand. Evelyne Traxel travaille chez nous dans le groupe de recherche utilisation des plantes. Son domaine, c'est la végétalisation des façades et des toitures. Elle vient aussi de l'association de la végétalisation où elle réalise de super projets de cette association en Allemagne. Peut-être que vous avez déjà entendu parler d'elle. Sinon, nous sommes tout oui, nous avons hâte d'entendre Evelyne qui va nous présenter le projet qui réside sur notre campus. Merci de cette invitation, Stéphane, et de cette introduction. Je vais donc tout de suite me lancer et partager mon écran avec vous. Voilà, je pense que vous pouvez tout voir ce qui s'affiche là. Je vais vous parler du rôle et de la fonction de la végétalisation des bâtiments dans la ville éponge. Nous avons beaucoup parlé des surfaces, des toitures, du potentiel qui est en quelque sorte inexploité. D'autre part, il y a les façades dont on ne s'est pas encore intéressé, ou plutôt en marge en parlant de la ville éponge, mais là aussi, il y a des surfaces de façade inutilisées. Commençons par la toiture de rétention. Vous êtes déjà quasiment expert pour en avoir beaucoup entendu. Je me permets de souligner encore une fois qu'une bonne conception de la ville éponge doit intégrer la végétalisation des bâtiments. Donc, c'est un mix de mesures. On parle de l'évaporation au sol jusqu'à la rétention des eaux sur la toiture en passant par la façade. Parce qu'en quelque sorte, tout cela, quand on ajoute les surfaces de façade et les toits, tout cela dépasse les surfaces qui sont disponibles au sol. La toiture de rétention a déjà été expliquée dans les détails. Je signale juste que le substrat et les plantes jouent un rôle primordial.
plus le substrat est élevé, plus cette couche de substrat est élevée, meilleure la capacité de rétention d'eau ainsi que la végétation. En effet, l'évaporation se fait uniquement si la végétation en été, même s'il ne pleut pas pendant 3 semaines, reste bien verte. Nous avons entendu que cela est important, donc d'avoir un ruissellement ciblé, un étranglement pour que l'eau soit retenue à tout moment. N'oublions pas, il n'y a pas que les végétalisations extensives, il y a aussi la végétalisation intense. Je pense aux terrasses où ensuite les personnes peuvent séjourner, des terrasses qui ont une excellente statique, un volume de substrat. Là, on peut poser jusqu'à 50 cm de substrat ou peut-être jusqu'à 1 mètre sur un garage. Et là, on obtient un excellent volume de rétention uniquement grâce au substrat, mais aussi le coefficient de transpiration des plantes sera excellent. Je vais vous montrer une photo tout à l'heure. Avec du sédum uniquement, eh bien, on n'arrive pas bien loin. Il faut aussi que la végétation soit là, le substrat, et puis la construction, les différentes couches techniques, toutes jouent un rôle. Voilà la structure technique, on l'a déjà entendu. Il faut donc avoir cette accumulation d'eau permanente pour avoir de l'eau également pendant les mois d'été qui sont logiquement plus secs. En même temps, il peut arriver que l'eau ne suffise pas. Il faut que les plantes soient aptes à gérer les conditions variables. Avec beaucoup d'eau, le substrat sera fortement saturé avec une haute transpiration-évaporation. Ensuite, il y aura des phases plus sèches. Et là, tout se joue sur le bon choix des plantes. Pas uniquement un mix de sédum comme ça le se fait sur les toits, des tapis pré-cultivés, mais aussi par exemple l'herbe à béquet, le Geranium sanguineum, la germandraie des montagnes ou alors des herbes. Par exemple, la calamagrostide ou l'achillée, la millefeuille. Ce sont des plantes indigènes, en fait celles que je vous ai nommées, aussi aptes aux toitures plus extensives. Et ces plantes, vu leur aire de propagation naturelle, sont à même de survivre pendant des phases sèches et sont aptes à pousser à ces sites. À côté de la technique, le choix des plantes et le choix des substrats est donc un élément primordial. Nous avons aussi entendu que la rétention d'eau s'explique de la manière suivante. Je vais vous montrer la différence entre une toiture en gravier. Quel est le rôle du substrat? Prenons 10 cm de substrat, vous obtenez une rétention de 65 jusqu'à 70%. Tout à l'heure, c'était un peu plus. Dans l'exposé de tout à l'heure, tout dépend un peu des recherches sur lesquelles vous vous basez. Pour une toiture à gravier, la rétention n'est que de 18%. Maintenant, prenons une toiture de rétention, peut-être même avec étranglement. Vous obtenez jusqu'à 50 à 70% de rétention d'eau, donc même chose, mais le volume de rétention s'ajoute. Donc là, vous avez le réservoir, donc la plaque de rétention, mais il faut aussi ajouter le réservoir d'eau total, c'est-à-dire le substrat qui est un réservoir, mais aussi les plantes. Et cela est surtout pertinent pendant la saison estivale, quand il y a l'effet de l'évaporation par les plantes. Vous savez déjà presque tout du coefficient de ruissellement. Je vais donc sauter ce slide et passer directement à la capacité d'évaporation des plantes. Ce que vous voyez sur ce slide
c'est une végétalisation demi ou semi-intense sur des espaces où des personnes séjournent, des personnes utilisent. Et là, vous voyez directement la capacité d'évaporation. Ça, c'est la terrasse de notre directeur. Vous voyez, c'est joli, vert, bien au frais. Et pour ce qui est de la fraîcheur, mais avant, je vais vous expliquer l'évapotranspiration. D'abord, l'évaporation, transpiration. D'abord, vous avez les plantes qui, en émettant de la vapeur d'eau, s'adaptent à leur environnement pour simplement ne pas transpirer. Donc ça, c'est l'effet de la transpiration. Ensuite, vous avez l'évaporation. Ça, c'est l'effet d'évaporation du substrat. Et ce qui donne l'évapotranspiration, pardon. Donc l'effet du substrat et des plantes. Sont les mesures basées sur une étude réalisée par Manfred Köhler. On a réalisé que le substrat et le type de végétation est déterminant. En été, avec un substrat de 10 cm, 1,5 jusqu'à 2 litres par mètre carré par jour sera évaporé par les plantes et cet effet est très agréable pour nous. Ensuite, 16 centimètres de substrat vous donne déjà 4,5 litres d'eau par mètre carré par jour. Mais à quoi bon? Parce que nous n'avons pas tous la chance d'être assis sur cette belle terrasse. À quoi bon? Parce que les toitures ne sont pas vraiment à vue d'œil, si vous voulez, à notre hauteur. À Essen, une autre étude a été réalisée par le service météorologique allemand qui présente un modèle de climat de ville où on a calculé quel serait l'aspect d'un quartier avec l'ensemble des toits végétalisés. Est-ce que l'effet sera perceptible pour l'homme et la femme dans la rue? En effet, oui, parce que les températures baisseraient d'1,3 degré. Cela peut paraître négligent, mais croyez-moi, quand il fait extrêmement chaud et la température baisse d'1,3%, eh bien, on le sent. Ça, c'est de la température ressentie, donc perceptible pour nous. Donc, il faut rendre cette eau, ou il faut rendre les surfaces à la végétalisation à cause de l'effet aussi de l'imperméabilisation. Et l'important, c'est que la surface végétalisée ne recule pas. Avec l'effet de l'ombre et l'évaporation, ces facteurs combinés font baisser la température aussi à l'intérieur des bâtiments. Voilà pour ce que je voulais vous dire concernant les toitures. Passons à présent aux façades. La fonction de la façade dans la ville éponge, c'est un volet moins connu que la toiture de rétention. Mais la façade offre aussi de vastes volumes de rétention, même si cela se présente sous une forme très différente. Ce qui est magnifique, c'est que nous, les humains, nous sommes près des façades de rétention, et là, l'effet perçu est immédiat. Certaines études disent que si vous êtes face à une telle paroi, la température baisse d'1 degré. Alors d'autres études parlent d'un effet de fraîcheur qui va jusqu'à 10 degrés. Tout dépend du système. Il y a une vaste panoplie de systèmes différents pour la végétalisation des façades et les mesures jouent également un rôle. Mais il est vrai que plus vous approchez d'une façade végétalisée, et d'ailleurs on peut combiner les deux, vous le voyez sur le schéma à gauche, vous avez la toiture verte, et là par exemple si vous avez en même temps de la façade végétalisée, je ne choisirais pas une toiture de rétention, peut-être une toiture à biodiversité qui retient moins d'eau, juste suffisamment pour permettre la biodiversité. Cette eau s'écoule ensuite dans une citerne où elle est accumulée. Et là, on la pompe vers la façade. Vous voyez
cette façade verte sur la photo. Et puis, bien sûr, que on obtient, il faut un système d'irrigation pour obtenir un mur vert et un effet d'évaporation. Ce que les plantes n'absorbent pas retourne à la citerne d'eau pluviale et nous avons donc un circuit fermé. Donc, la seule perte, c'est l'évaporation et le reste retourne à ce système qui est un circuit fermé, qui est où l'eau circule. À droite, c'est un exemple qui a déjà été réalisé il y a quelque temps, en 2013. Ce bâtiment se trouve à Londres, dans un quartier très dense, le quartier victorien. Et cet hôtel s'est lancé dans un projet parce qu'en fait, il y avait souvent des inondations dans ce quartier et on voulait essayer de trouver une solution avec cette façade. C'est Cary Grant qui l'a prévu. La façade est de 350 mètres et elle peut absorber jusqu'à 200 litres d'eau. Bien sûr que là aussi, on a recours à des citernes puisque la façade elle-même ne peut pas absorber toute cette quantité d'eau. Dans cet exemple, la statique de la toiture permettait de distribuer les citernes qui captaient cette quantité d'eau. En même temps, sur la façade, des mini-réservoirs ont été aménagés en cascade et c'est là où se produit l'effet d'évaporation de l'eau. On a 10 000 plantes et 10 000 litres d'eau qui sont accumulés. Voilà, 10 000 plantes et 10 000 litres. Et ces plantes contribuent non seulement à l'évaporation, mais aussi à la biodiversité. So eine Verdunstungsleistung einer Fassadenbegrünung Ce qui est sein. intéressant aussi, c'est de voir ce que c'est cette capacité d'évaporation d'une façade. Chez nous, à la ZAV, nous avons regardé quelle était la capacité d'évaporation. Est-ce que c'est à peu près comme pour une végétalisation de toit ou est-ce que c'est plus? Parce que justement, on a toujours un cycle de l'eau qui est associé à cela. Donc, nous avons mesuré cela grâce à un pluvomètre. Donc, c'est le poids que nous allons mesurer pour savoir quelle est la quantité d'eau qui s'évapore. À gauche, vous voyez la construction. Nous avons simulé une végétalisation avec 30 cm de substrat et nous avons planté des plantes conventionnelles. Pendant une année, nous avons irrigué de manière très régulière et pendant un an, nous n'avons pas du tout irrigué. Et vous voyez sur le slide d'après qu'au maximum, on avait une valeur d'évaporation, donc ET, de 9,3 mm par jour. C'est une valeur extrêmement élevée. Si on se souvient des toits, on était à 5,4 litres par jour par mètre carré. Ici, c'est un demi-mètre carré, hein, cette surface de test que nous avons utilisée, ce usimètre. Mais c'est lié justement au fait que nous irriguons, les plantes évaporent beaucoup plus, elles ont des feuilles plus grandes que celles qui sont plantées sur les toits et nous avons beaucoup de substrat aussi, beaucoup plus. Ce qui était intéressant pour nous, c'est que même sans irrigation, les résultats étaient plutôt bons. Alors, selon le système, c'est soit une irrigation intensive ou extensive, mais dans les deux cas, nous avons réussi à avoir de bonnes valeurs. Bon, elle recule, vous le voyez, à la fin des mesures, au mois d'août 23, on était à peu près à 4 litres. Pardon, non, pas litres, mais millimètres par jour. Et là, nous revenons à une valeur similaire de celle des toits.
Alors, pour ce qui concerne les plantes grimpantes, elles ont aussi une capacité d'évaporation. Donc, nous avons mesuré cette capacité d'évacuation. C'est avec un appareil qui nous permet de mesurer justement l'évaporation de chaque plante. Il y a plusieurs études qui ont été menées. Celles que nous avons fait, si on l'ajoute, on arrive à 10 à 16 litres par mètre carré. Là, vous avez la hystéria, donc ça c'est à Zurich. Vous voyez qu'on a mélangé cette espèce avec la rose. Et donc, c'est justement ces plantes hystéria qui évaporent les 10 à 16 litres par mètre carré par jour. Et c'est étonnant parce qu'elle n'est pas irriguée seulement pendant les mois très très secs. Et donc ça, c'est donc une solution extrêmement attrayante pour nous, les humains, surtout en milieu urbain. Il faut donc vraiment adapter la plante. Si on veut une évaporation importante, il faut choisir les essences qui sont capables d'évaporer. Il faut également avoir une construction du substrat qui soit adaptée. Et puis, il faut aussi adapter le sol. Alors, vous pouvez voir, ça peut ressembler à ce que vous voyez ici. C'est ce que nous avons fait. Et cela peut être une façade d'un bâtiment. Là, c'était une paroi anti-bruit. Et comme vous voyez à gauche dans l'image, vous voyez la pente du revêtement. Donc la pluie va être évacuée directement dans les bacs. Et comme nous le connaissons aussi pour les autres surfaces, ça s'évapore et ça s'infiltre. Là, nous avons pris une matière qui est issue des prairies, des bois durs. Donc, c'est souvent des milieux où justement on a des périodes de sécheresse. Et là, vous voyez au niveau botanique quelles sont les espèces concernées. Les lycènes, l'hystéria, la glycine, ça c'est vraiment une des plantes grimpantes la plus appréciée. Mais c'est une espèce qui supporte très bien justement ce type euh, de projet. Alors s'il faut mettre en place, si on souhaite faire une façade de rétention, j'aimerais bien qu'on soit obligé, mais pour l'instant c'est sur la base de volonté. Donc il s'agit de choisir le système. Et il faut voir quelle est la capacité de rétention d'eau dans le système. Bien sûr, ce sont surtout ces constructions linéaires, comme vous les voyez à gauche ici. Donc, c'est une sorte de bac à fleurs un tout petit peu élargi, ce que nous avons d'ailleurs testé aussi avec des graminées. Peut-être vous connaissez la verticale avec des grands bacs. Là, on a une bonne capacité d'absorption de l'eau et puis les plantes peuvent évaporer. Ensuite, il y a les constructions modulaires. Donc, grâce à leur système, ils arrivent à évaporer et à stocker beaucoup d'eau car nous avons un flux constant et continu de l'eau. Mais là, il faut absolument avoir une cisterne pour justement pouvoir stocker l'eau de pluie. Ensuite, vous avez la, la, la construction en surface. Ici, on a un géotextile qui est irrigué. Pendant l'été, ça peut être vraiment plusieurs fois par heure. Et donc, il y a l'eau qui s'infiltre sur cette matière non tissée, ce qui permet aux plantes d'avoir à leur disposition de l'eau en permanence. Là, comme je l'ai dit, la capacité de rétention est vraiment influencée par le type de substrat, la composition des plantes, la structure du système, les systèmes d'irrigation. Il faut adapter cela aux plantes et il faut, dès la planification, choisir le bon système. Et un des systèmes que nous avons étudié avec le groupe Ecotechnologie, je vais vous le présenter. Donc, c'est une coopération entre la Setvae et puis ce groupe de technologie. Donc, c'est le Greenwall. Ça pourrait également marcher avec les eaux grises. On pourrait, donc, on va encore plus loin en utilisant l'eau grise.
Et l'eau grise devrait être intégrée dans tous les projets concernant la, le- la gestion de l'eau. Ces végétalisations de façade ont besoin d'être irriguées en permanence. Donc, elles dépendent vraiment d'une circulation et d'un circuit d'eau. Alors, l'eau grise, c'est l'eau qui est repérée dans l'eau de la baignoire, les machines à laver, etc. C'est cela qu'on appelle l'eau grise. L'eau noire, c'est-à-dire les urines et l'eau de la cuisine vont pas dans ce circuit-là. Là, vous voyez à gauche, vous avez l'eau grise est, euh, qui est qui est utilisée pour irriguer ce mur, cette façade végétalisée. Et cette eau est donc utilisée pour irriguer. L'eau est épurée, nettoyée et en même temps, les plantes ont à leur disposition aussi des nutriments grâce à cela. Alors, l'objectif de ce projet, vous voyez à droite, le prototype. Ça, c'était vraiment le prototype qui a été construit chez nous au sein de la ZAV. Alors, l'objectif du projet, c'est de voir quelles sont les plantes qui conviennent à l'irrigation grâce à cette eau grise, parce que très souvent, il y a un taux de sel relativement élevé, il y a beaucoup de nutriments qui sont contenus. Donc, quelles sont les plantes qui conviennent pour ce type de système? Quels sont les matériaux qui sont appropriés? À quoi doit ressembler le système dans son ensemble? Et aussi, comment peut-on combiner le biofiltre avec le niveau des plantes, c'est-à-dire l'épuration des eaux grises? Souvent, on a cette épuration des eaux grises qui est décuplée, qui est isolée par rapport à ça. Les plantes n'ont aucune fonction. Cela pourrait très bien se faire sans un circuit parallèle. Les plantes ont peut-être une fonction filtrante supplémentaire, mais c'est surtout qu'elles profitent justement de cette gestion de l'eau. Alors, quelles sont les plantes qui s'y prêtent? On verra à l'avenir. Donc, notre partenaire de projet, c'est la SICA. De notre côté, du groupe de recherche utilisation des plantes, nous nous sommes penchés bien sûr sur les espèces de plantes qui supportent ce type de projet et qu'elles sont suffisamment peuvent s'étendre suffisamment pour avoir une évaporation et peut-être même quelles sont les plantes qui ont un effet filtrant. Elles doivent bien sûr être tolérantes au sel. Elles doivent pouvoir gérer les nutriments. Elles doivent aussi pouvoir s'étendre sur une large surface pour qu'on ait justement aussi le côté esthétique et fonctionnel de ces façades qui doivent ressembler à une végétalisation toute l'année. Nous avons essayé de combiner différentes textures de feuilles afin qu'on ait vraiment des plantes à des petites feuilles, à des plus grandes feuilles, d'un côté pour que cela soit esthétique. Et d'ailleurs, un effet secondaire, c'est que les plantes se donnent de l'ombre et s'aident mutuellement. Donc, nous essayons de vraiment créer des microclimats dans cette façade afin que certaines plantes puissent vraiment se répandre. Et puis, il faut que le bassin soit couvert de février à décembre parce que nous voulons vraiment avoir des plantes qui soient visibles pendant toute l'année. Voilà les besoins qu'on avait, les exigences qu'on avait envers les plantes. Nous avons testé cela d'abord dans un toit végétalisé parce que finalement, la pente n'est pas très importante. Il s'agissait dans un premier temps de voir quelles étaient les plantes qui supportaient cette eau grise. Donc là, vous avez à gauche dans l'image et nous avons testé cela dans un système très simple, une façade. Ici, vous voyez en haut
Et on a testé donc les plantes qui se prêtaient le mieux et qui convenaient le mieux. Suite à cet avant-projet, ce premier essai, nous avons établi une liste d'espèces adaptées. Vous le voyez ici, le prototype est à notre école, dans notre école, mais nous avons également un test qui est en cours à Zurich où nous utilisons de l'eau grise réelle pour l'épurer et voilà à quoi ressemble cette façade. Donc c'était il y a quelques mois, mais vous voyez qu'il y a plusieurs types de feuilles. Et donc, il est possible, comme vous le voyez, des plantes à grandes feuilles, donc des plantes qui peuvent évaporer beaucoup, beaucoup d'eau et qui peuvent aussi avoir un effet rafraîchissant. Et là, quelques impressions. Ce sont des photos de notre école. La croissance est un peu moindre. On n'a pas choisi les mêmes plantes. En tout cas, voilà, il y a un peu peut-être des pousses plus fines. Nous avons par exemple différentes espèces de menthes qui se prêtent très très bien à ces tests et qui supportent très bien justement ces eaux qui sont riches en nutriments. On a à nouveau notre plante dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le géranium sanguin. Et les valeurs du nettoyage ou de l'épuration de l'eau grise, ces valeurs-là vont être publiées prochainement. Donc, merci beaucoup pour votre attention et j'espère qu'il y aura beaucoup de questions concernant ce projet. Merci beaucoup, Evelyne, pour ta présentation très intéressante. Alors, je recommande à tous ceux et à toutes celles qui viennent chez nous sur le campus, venez voir. Evelyne est très ouverte. Si jamais vous avez d'autres questions après le webinaire et que vous souhaitez justement faire une visite, n'hésitez pas à aller la voir. Mais on a déjà quelques questions. Il y en a une qui est plutôt une affirmation qu'une question. C'est Urs Alnand qui dit ça. Je suppose que pour les façades végétalisées, on utilise aussi l'eau du toit, que ce soit d'une toit plate ou avec une pente, parce que finalement, les deux peuvent être végétalisés. Oui, bien sûr, l'eau qu'on utilise pour la citerne et qu'on utilise pour l'irrigation des façades vient des toits, que ce soit des toits végétalisés ou pas, peu importe. Mais après, il faut voir si c'est des toits végétalisés, il faut voir si on a de l'eau qui finit, qui termine dans la cisterne ou si tout est absorbé et évaporé. La deuxième question, c'est Sylvia Prodam. Quel est le temps de permanence de l'eau dans les citernes souterraines pour l'irrigation? Comment la qualité de l'eau stockée est-elle gérée? Est-ce que tu peux peut-être répondre à cette question et en dire un peu plus? La question, c'est de savoir ce qui se passe quand il n'y a plus d'eau dans la citerne pendant les mois d'été. Les systèmes actuels, on peut basculer sur de l'eau claire. Donc, il faut irriguer les façades parce que sinon, elles mourraient. Mais ce qui est mieux, c'est d'avoir des citernes suffisamment grandes. Il faut calculer cela dès le départ. Et on peut calculer le volume nécessaire. Et si pendant 3-4 semaines, on n'a pas d'eau, on doit stocker suffisamment d'eau pendant l'hiver pour que cela soit suffisant pour l'été. Donc, c'est un circuit. Les citernes doivent avoir la bonne taille. On peut aussi avoir plusieurs citernes ou peut-être on a la possibilité justement d'ajouter encore une fois l'eau grise, hein, comme nous l'avons montré. Est-ce qu'il y a des situations où l'eau reste stagnante trop longtemps, où il faut nettoyer les citernes parce que l'eau est peut-être polluée, qu'au bout d'un moment, la qualité de l'eau baisse? Et il faut toujours faire attention. Il faut garder la citerne dans le noir. Il ne faut pas qu'il y ait de la lumière qui pénètre. Ensuite, l'eau est en permanence en circulation parce qu'elle est pompée et puis il y a de l'eau qui, euh, qui alimente. Donc, en général, ça va. Mais c'est vrai que s'il y a de la lumière qui pénètre dans les citernes, là, c'est plus compliqué. Une autre question de Luca Rossi, encore une fois.
Alors, de nombreux locataires ont peur des insectes et des araignées quand on parle des façades vertes. Est-ce que c'est vraiment un problème? Quelle est ton opinion à ce propos? Oui, nous entendons cela souvent, mais jusqu'à maintenant, on n'a jamais rencontré personne pour qui c'était un problème. Donc, il y a plusieurs possibilités. Tout d'abord, une araignée ou un insecte reste ou préfère rester dans le verre plutôt que de rentrer dans l'appartement. Mais si on a vraiment peur que ces insectes rentrent dans l'appartement, bah, il faut faire tout simplement accrocher une moustiquaire aux fenêtres. Et là, on n'aura pas toutes les petites bestioles qui sont dans les façades végétalisées, même si je pense qu'il n'y a pas tant d'insectes qui y habitent. Mais c'est vrai qu'on a très souvent ces préoccupations que certaines personnes expriment. Est-ce qu'il y a d'autres obstacles que tu vois? Quand on entend façade végétalisée, on peut se dire que finalement, c'est vraiment c'est important de le faire sur pratiquement toutes les façades. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs? On parle souvent, par exemple, de la protection incendie, même si on irrigue régulièrement, cela ne devrait pas se passer, mais est-ce que c'est un argument? Oui, comme je l'ai dit, la protection des incendies, c'est pas vraiment un problème si on irrigue. Maintenant, si on a des végétalisations au sol, bah, il y a certaines directives qu'il faut respecter, certaines prescriptions. Bon, il y a une fiche qui explique tout cela. Les façades végétalisées, c'est plutôt l'entretien dont on parle souvent, et c'est souvent ce qui est déterminant quand on décide de ne pas faire de végétalisation de la façade, parce que les espaces verts ont besoin d'entretien, bien sûr, mais si la végétalisation de la façade est bien prévue, si dès le départ on intègre l'entretien, la rénovation, l'irrigation, que ce soit dans une rénovation ou dans une nouvelle construction, on peut vraiment, ça peut être relativement minime. Il faut peut-être couper les plantes une ou deux fois, il faut contrôler un tout petit peu les espèces au sol. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Donc c'est encore, on a beaucoup de travail à fournir pour que justement ces réserves soient éliminées. Et justement, peut-être, ça peut être une utilité ou un facteur, une plus-value supplémentaire quand on peut utiliser les eaux grises. Après, les aspects au niveau esthétique aussi, hein, on peut adapter ces façades de manière modulaire, on peut remplacer certains modules quand on a ce système-là, donc c'est quand même relativement flexible. Après, concernant l'eau potable, il faut vraiment éviter d'irriguer avec justement de l'eau claire. Donc l'idée, c'est vraiment de dire qu'il faut vraiment des citernes suffisamment grandes qui sont prévues dès le départ. Oui, je pense que vraiment les façades végétalisées, les irriguer avec de l'eau claire, il faut pas le faire et il faut vraiment éviter à tout prix que cela soit fait à l'avenir. Donc il faut soit l'eau de pluie, soit l'eau grise. Super. Donc, une dernière question, parce qu'il nous reste un tout petit peu de temps. Nora Martin nous demande, dans, dans notre équipe, il y a des personnes qui ont exprimé des réserves concernant les fondements en raison des racines, surtout pour des anciens bâtiments. Est-ce que tu as de l'expérience dans ce domaine? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Encore une fois, là, quand on a l'Association fédérale des bâtiments végétalisés, on n'a jamais eu de dommages qui nous ont été reportés à la ZAV non plus, que les racines pénétraient dans le fondement. Je pense que c'est important de vraiment évacuer l'eau loin des fondements pour que les racines aillent vers l'eau et ne pénètrent pas dans le fondement. Ça, c'est vraiment important. Mais si on fait cela, selon les règles de l'art, on ne devrait pas avoir des dommages. Mais si jamais il y a une erreur dans la planification ou alors que le fondement est déjà un petit
petit peu endommagé. Là, il faut tout bien vérifier et puis adapter la planification, le cas échéant. Merci beaucoup. Beaucoup de discussions qui se mettent en place, qui apparaissent. C'est quelque chose d'un peu nouveau. On n'a pas encore beaucoup d'expérience, peut-être justement, on se retient un peu, on est un peu dans la retenue pour cela, mais ces végétalisations font partie de la ville éponge, que ce soit sur justement les toits, les façades, que ce soit dans les sols à l'avenir aussi. Et grâce à cela, on peut aussi mieux gérer les fortes précipitations et on peut avoir un rafraîchissement urbain plus important. Merci beaucoup pour ta présentation. Je vais continuer avec Helena. Helena Horber. Donc, elle est en train de passer son bachelor. Elena se concentre donc dans ces deux domaines, surtout sur ces volumes de rétention, sur cet effet de rétention. Elle a rejoint aussi les experts en écotechnologie pour voir si l'eau peut être purifiée, quelle qualité d'eau on peut obtenir. Et maintenant, après avoir entendu Evelyne, Elena va maintenant nous présenter ces sujets, surtout depuis une perspective pratique de son travail. Bonjour, j'espère que vous arrivez à voir la présentation. Une cordiale bienvenue de ma part. Merci de m'avoir invité. Je vais vous présenter aujourd'hui deux projets qui ont fait l'objet d'un travail que j'ai réalisé à la ZHAW. Qui suis-je? Je m'appelle Helena. En ce moment, je suis en train de terminer mon bachelor en ingénierie de l'environnement avec des approfondissements cycle d'eau et des nutriments, ainsi que la promotion de la biodiversité en zone urbaine. C'est ainsi que je me suis intéressée à ces deux projets. Le premier, c'est une toiture de rétention RIT à Winterthur, en collaboration entre la ZHAW et la ville de Winterthur. Ce projet pilote est en cours depuis quelque temps. Vous le voyez ici, à côté de la décharge. Juste pour vous donner une idée, ce n'est pas si important. Voilà le toit. Donc l'eau pluviale d'abord irrigue le toit vert, ensuite il descend, il coule dans une citerne. L'objectif, c'est de purifier les eaux pluviales au mieux pour qu'on puisse les utiliser pour les chasses d'eau. Au début de mon travail, l'eau avait une couleur un peu malsaine et maintenant, il faut savoir comment éliminer l'effet de couleur parce que quand l'eau n'est pas transparente, les personnes tirent la chasse d'eau bien plus souvent et ce n'est pas un effet voulu. Et pour cela, j'ai réalisé plusieurs essais en laboratoire. J'ai utilisé des matériaux pour éliminer les substances qui colorient ou qui les absorbent. Donc des matériaux avec une surface importante ou qui cristallisent ou qui encouragent la cristallisation et qui baissent la valeur pH. Ce qui donne aussi un effet de cristallisation des substances. Ici à gauche, vous voyez l'eau avant d'être filtrée, ensuite après avec de la lavalite. La lavalite a une surface importante et donc apte à absorber.
Et vous voyez déjà après que l'eau est devenue de plus en plus claire. Sur la base des essais en laboratoire, j'ai proposé une nouvelle structure de ce toit de rétention, donc avec lavalite et pierre ponce, parce que ces deux substances ont une très bonne performance en laboratoire et aussi dans la vie réelle. Ici, vous voyez les plantes sur substrat normal qui ont très bien poussé. On ne voulait rien y changer et il fallait donc modifier seulement un tiers de la toiture. La toiture jouait plusieurs rôles: végétalisation, évaporation. Evelyne vous en a déjà parlé. Mais là, l'objectif en plus, c'est de rendre l'eau utilisable. Le projet est toujours en cours. Nous sommes en train de déjà le concrétiser sur une certaine surface. Je trouvais ça très intéressant. Comment, grâce à la végétalisation des toitures plates, utiliser l'eau pluviale et en améliorer la qualité. Maintenant, je vais vous parler de la Green Wall. Evelyne l'a déjà abordé tout à l'heure. Je souligne un point. Ce qu'il y a de nouveau, ce n'est pas la toute première paroi ou mur de ce type, mais ce qui est nouveau, c'est que vous voyez ici ce filtre, le soi-disant trickle filter, donc filtre à percolation que vous connaissez aussi dans des stations d'épuration des eaux. Donc une sorte de biofilm avec une grande surface, et ce biofilm purifie l'eau et cet effet est excellent à l'instar de celui observé dans les eaux naturelles. Le biofilm pousse, se développe par lui-même. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit ajouter. Alors c'est un processus naturel. Ensuite, on a une sorte de géotextile non tissé qui transporte l'eau. C'est une fonctionnalité en plus. Et comme Evelyne l'a dit, les plantes ajoutent vraiment un effet supplémentaire. Dans mon travail de bachelor, j'essaie de répondre à plusieurs interrogations. J'ai testé plusieurs orientations. Le débit était le même, mais simplement l'orientation des modules ici variait. Et là, ce n'est pas végétalisé. Pour simplifier, en fait, pour voir quelle est la meilleure orientation pour obtenir une épuration des eaux grises efficace. Là, au milieu, on a testé plusieurs débits d'eau de 2 à 16 litres par minute. Ensuite, comment au mieux les purifier. Ici, un système en batch. L'eau pluviale est en bas. On la pompe vers le haut pendant 48 heures. Ensuite, on enlève le batch et il peut ensuite être utilisé. Ça, c'est l'autre type d'installation où nous essayons d'avoir un débit continu, un système, un flux continu, donc pas avec les batchs, mais l'eau passe par le système de A à Z et ensuite il est déjà réutilisable. Pour cela, il faut encore avoir un filtre arrière et cela fait l'objet d'études maintenant. Les orientations, la verticalité semble plus favorable. La DCO baisse de 80%, donc demande chimique en oxygène. Ici, 4 à 8 litres. Et vous avez donc un filtre à sable et un réservoir de réglage que j'ai installé. Ça, c'est les différents essais
avec différents matériaux. On passait de petits aux grands granulés et là, on a utilisé du verre. En se disant que cela offrirait en quelque sorte une seconde vie au verre à recycler. La structure la plus favorable était celle avec du sable, du charbon végétalisé. Et c'est cette combinaison que j'ai utilisée dans mon essai réalisé à Zurich. Les valeurs limites, en fait, ne font pas l'objet de directives ou de lois officielles. Donc, pour ce qui est de la qualité des eaux, on n'en est pas encore là, mais il y a l'ordonnance concernant les eaux de la baignade. On atteint cette valeur, aussi les valeurs qui font l'objet de l'ordonnance sur la protection des eaux. Et il y a plusieurs lignes directrices dont nous atteignons les valeurs. Je dirais donc que ce système est hautement prometteur. Voilà. C'était tout ce que j'avais à vous proposer. Voici mon adresse email et LinkedIn. Je suis tout à fait intéressée aussi à d'autres jobs et je suis à votre disposition pour des questions. Donc, voilà. Merci. Merci, Elena, de ta contribution. Je vois que tu n'as pas encore terminé ton mémoire de bachelor, donc tu pourras encore te pencher sur ces projets. Je ne vois pas de questions de l'audience. Je me permets donc une moi-même. Je voudrais parler des défis. Disons que nous avons de l'eau grise. Quels sont les plus grands défis pour purifier, pour épurer cette eau? À ton avis, quel est le plus grand obstacle? Ce sont les substances solubles? Oui, je pense qu'il y a plusieurs types de contamination et tout dépend de cela. Le choix du méthode dépend de cela. Dans mon premier travail, j'essaie de trouver des matériaux naturels. Mais c'est parfois difficile de trouver un substrat qui est idoine pour les plantes et pour la purification dont la structure est stable, qui a une grande capacité d'oxygénation. Et ensuite, pour une construction verticale, il faut en outre que le matériau soit léger. Il paraît donc souvent utile d'avoir un mélange de matériaux. Perlite, par exemple, est très stable au niveau de la structure, mais l'eau disponible est moindre. Donc, vous voyez, tous les types de substances et de matériaux ont des avantages ou des inconvénients. D'autres matériaux sont peu denses et augmentent de volume, ce qui n'est pas souhaité non plus. Donc, il faut aussi se demander d'où vient le matériel. Voilà, donc c'était... Il faut aussi penser à l'aspect de la durabilité, par exemple, des produits de noix de coco qui sont toujours importés. Oui, économie circulaire, émissions de CO2, voilà des critères à tenir compte et la tâche devient toujours plus complexe. Admettons qu'une ville, ici, souhaite mettre en œuvre ce type de projet. Est-ce que tu aurais une démarche à recommander, des idées, par exemple, vous dire les premiers critères à observer sont tels et tels, comment est-ce que vous trouvez le meilleur matériel, etc. Au tout début, il faut voir quelle est la qualité de l'eau
quel est le niveau de contamination. Pour l'eau pluviale, elle est déjà assez pure. Et donc, ce n'est pas comme pour les eaux grises où vous réalisez l'analyse auparavant. Donc, ce sera la première phase, le niveau de contamination, voir ce qu'il en est. Deuxièmement, la réduire. Surtout en toiture. Il faut surveiller, bien sûr, en fait, éviter l'effet de contamination, par exemple, avec des valeurs en antibiotiques élevées. Et ensuite, vous cherchez un matériel qui va vous permettre d'optimiser cet effet et d'enlever les substances qui sont encore. Ensuite, on observe le comportement de ces matériaux au cours du temps. On prend des échantillons à plusieurs reprises et on voit. Et je pense qu'un essai pilote est toujours une bonne idée. Voilà, donc d'abord, regardez l'origine de l'eau, purifier et ensuite obtenir un effet de filtre pour décontaminer l'eau et un suivi sur le long terme pour avoir l'effet désiré. Merci, Elena, de ta contribution. Je pense que Sylvia a encore une ou deux informations à nous faire part pour la suite des réjouissances. Danke, Stefan. Ich habe noch Merci, kurz Stéphane. mein Oui, Bildschirm très geteilt. brièvement. Und J'ai ich partagé mon möchte écran. einfach Vous le kurz voyez daran ici. erinnern, Je vous wir rappelle werden dieses Jahr que cette année, voraussichtlich noch 2 bis nous 3 allons Webinare im organiser Bereich encore Schwammstadt 2 ou organisieren. 3 webinaires Ihr seht hier consacrés à die la ville Save éponge. the Dates im Ici, November, les Mitte dates November à noter déjà voraussichtlich dans vos eines agendas à la zum mi-novembre Thema probablement, Unterhalt où nous von allons parler de oberirdischen l'entretien des Versicherungs- installations und d'infiltration Retentionsanlagen et de und im rétention en Dezember surface. eins mit dem Et en Fokus auf décembre, die nous allons unterschiedlichen parler Qualitäten des des différentes Regenwassers. qualités des eaux pluviales. Im Oktober, En das octobre, ist so ein Reservedatum, würden wir eigentlich on gerne a ein paar prévu une tolle date en Projekte réserve zeigen, vielleicht auch vor pour vous allem von montrer quelques projets jungen phares. Fachplanern, Nous sei das souhaitons surtout Landschaftsarchitekten, inviter Gärtner, la relève, Ingenieure, Architekten. les paysagistes, Wenn ihr les also jardiniers, selber oder les in eurem ingénieurs, les Umfeld architectes et spannende autres. Projekte kennt, die Si vous umgesetzt avez sind oder in connaissance de Umsetzung, projets prometteurs qui sont en dann cours de meldet uns das réalisation ou doch prévus, gerne signalez-le nous im Laufe der nächsten Woche. très volontiers Am besten ces prochaines direkt mit semaines einem Mail an spongecity@vsa.ch. en contactant Und spongecity@vsa.ch. für die, die es noch nicht Pour gesehen celles et haben ceux und qui nicht ne l'ont ausgefüllt, peut-être pas bitte ich encore vu noch ou qui die n'ont pas Umfrage rempli auszufüllen. le Es geht mir darum, formulaire euch d'enquête, zu je wissen, vous prie welche de le faire. J'aimerais Vertiefungsthemen bien im Bereich savoir quels sujets vous Gebäudebegrünung tiennent à vor cœur allem dans interessiert le domaine de la seid végétalisation de und bâtiments. Que welche souhaitez-vous Varianten von approfondir et quelles Simultanübersetzungen ab variantes nächstem Jahr für Sie in d'interprétation Frage de kommen. simultané souhaitez-vous pour l'année prochaine ou à Und somit partir de l'année sind wir am prochaine? Ende dieses Voilà, Webinars. nous Ich weiß voilà nicht, ob du, arrivés au Stefan, terme noch de ce etwas zu webinaire. Je ne sais ergänzen pas si hast. Stéphane souhaite compléter Und quelque chose. sonst würde ich sagen, macht einfach noch Werbung in eurer Sinon, Umgebung. je vous Wie recommande de gesagt, faire de la das publicité pour nous. Webinar wird auch noch Le aufgeschaltet. webinaire Man kann es gerne dann restera en auch auf ligne YouTube et vous nachschauen. aurez l'occasion encore de Und le dann wünsche visionner ich sur allen YouTube. einen ganz schönen Je Abend vous souhaite une und magnifique bis zum soirée nächsten Mal. et je vous dis au revoir. Tschüss.